Bien, mesdames, messieurs, chers collègues et chers amis, c'est avec un très plaisir que je vais ouvrir ce colloque sur Victor Bérard, et les amis et les collègues continuent d'arriver, donc ça fait plaisir de voir du monde pour ce colloque sur Victor Bérard. Alors, c'est pour moi un très grand plaisir à plusieurs titres de voir ce colloque ici se tenir à l'École française d'Athènes. D'abord un plaisir, d'abord parce que c'est la que nous travaillons ensemble sur un colloque, ensuite le voyage en Grèce et maintenant ce troisième là, puis d'autres aventures, mais c'est le troisième que nous avons. Toujours. Oui. Non mais c'est visiblement. Vous l'avez vu, là. Ouais. Et donc c'est pour moi intéressant parce que visiblement, oui, ça vient. Donc, on va faire sans. Si celui-ci marche mieux, non. Vous m'entendez? Non, toujours pas. Non, bon. Bon, de toute façon, sans micro, je pense que ça peut aller aussi, donc c'est bon, oui, voilà, donc là, on va essayer de continuer avec celui-ci. Alors d'abord, c'est le bonheur d'accueillir ces manifestations dans un domaine où Sophie s'est illustrée avec un certain nombre de travaux, et puis qui est un domaine qui s'est beaucoup développé dans nos disciplines, qui est une réflexion sur l'histoire de la discipline, l'histoire de l'archéologie, l'histoire de l'art, et aussi la réception des découvertes archéologiques à travers les différents aspects de la culture, les arts décoratifs, la littérature, mais aussi la politique. Et c'est un domaine qui se développe très très vite ces 15 dernières années dans toutes les spécialités de l'archéologie et de l'histoire de l'art. Et c'est bien que l'école française se positionne sur ces questions-là à travers des grandes figures. Alors c'est l'autre raison de mon bonheur aujourd'hui, c'est que cette manifestation porte sur une figure qui est une des grandes figures méconnues et de l'histoire de l'école française d'Athènes et de l'archéologie grecque et de l'histoire de l'art grec. Et à ce titre, c'est pour moi un grand bonheur de réparer en quelque sorte à la fois un oubli sur Victor Bérard et en même temps une injustice qui est souvent accomplie à son égard, dans la mesure où on l'a vu en particulier dans le domaine littéraire et le domaine philologique, ses travaux sur le texte homérique ont été très critiqués, ou ses travaux sur la géographie homérique aussi ont été très critiqués de manière parfois très, très rapide. Donc le colloque d'aujourd'hui, c'est aussi pour moi un moyen de réparer une double injustice, un oubli et puis une incompréhension aujourd'hui de ces travaux. Et c'est pour ça que je suis très heureux de voir ce colloque et le programme que Sophie a préparé, qui permet de traiter tous les aspects d'un chercheur très engagé à son époque et qui est très représentatif de l'état d'un savoir sur l'Antiquité et d'une certaine pratique de l'étude de l'Antiquité que le 19e a produit et qui a fleuri au début du XXe siècle jusque dans l'entre-deux-guerres. Alors Victor Bérard, pour l'école française d'Athènes, c'est pas une figure oubliée, c'est quand même un de nos grands anciens, c'est un ancien membre de l'école française d'Athènes, la promotion de 1887, avec Jameau. Il appartient à cette... et je dois dire que comme directeur de l'école, qui entame et continue sa deuxième année de direction, je suis content de voir un colloque sur cette figure-là, parce que ça représente à mes yeux ce que l'école française d'Athènes a pu produire de mieux comme membre de l'école. Pourquoi? Parce que c'est le type même de membre de l'école française d'Athènes qui est venu en Grèce dans l'idée qu'il y avait du terrain à faire. Que si on venait en Grèce, c'était pas pour rester enfermé en bibliothèque, mais que c'était pour explorer des régions et pas seulement partir à la recherche de ruines, mais aussi partir à la rencontre des gens. Et Victor Bérard représente cette vocation que l'école a eue dès le départ de pratiquer ce qui n'appartient qu'à la médecine légale, mais
qui, à vrai dire, ne devrait pas appartenir qu'à la médecine légale, c'est-à-dire l'autopsie, le fait d'aller voir par soi-même les choses et de confronter ce qu'on peut observer à ce qu'on sait par ailleurs, fourni par les textes ou d'autres sources. Et cette pratique de la confrontation sur le terrain avec les sources, c'est véritablement la mission première de l'école, que cette double tradition de l'autopsie et de la philologie. Et Victor Bérard, en ce sens, en est un excellent exemple. Et je dirais qu'il appartient à ces promotions d'Athéniens qui ont exploré la Macédoine. Il est dans la directe tradition de Eusée. Il a exploré l'Asie mineure, la Carie, la Lycie, dans les années 1890, avec Jameau, avec Fougère. Fait partie de ces grands anciens qui ont littéralement donné sa carte d'identité à l'école et en même temps la légitimité des travaux français sur l'Antiquité et les pays traversés par ces chercheurs. Donc je suis très heureux qu'on puisse s'intéresser à cette figure et en montrer toute la richesse et la diversité et bien étudier cette partie de l'autopsie qui a été pratiquée au 19e par ces grands philologues formés en France et qui n'ont pas hésité, à dos de mulet et à dos de cheval, à parcourir l'ensemble du monde grec pour en retrouver les vestiges. Et dans le cas de Victor Bérard, tout en s'intéressant à la situation présente et au temps présent. De ce point de vue-là, la figure de Bérard me paraît une figure vraiment tout à fait remarquable. Et dans le cas de Bérard, il a poussé très loin le sens de l'autopsie. Il est allé voir systématiquement les choses. Et son autopsie la plus fameuse, c'est évidemment l'autopsie homérique qu'il a pratiquée. Et je dois dire qu'il est, à mes yeux, un des philologues qui a poussé très loin le sens de l'autopsie. Il n'y a pas beaucoup de traducteurs de Thucydide ou d'Hérodote qui sont allés voir sur place les choses. Victor Bérard, il a vu tous les endroits dont Homère pouvait parler. Il est vraiment allé voir. Donc, c'est un des philologues qui a eu, je crois, le plus grand sens de la réalité et des espaces traversés. Et Victor Bérard, et d'ailleurs c'est la profession qu'il a exercée, c'est revendiqué pendant très longtemps comme un géographe. Il a enseigné la géographie. Il est un grand professeur de géographie homérique, mais c'est un homme avant tout qui a le sens de l'espace et des espaces qu'il faut traverser et explorer. Et ça, c'est je crois, un aspect assez original de son travail. Je suis content qu'à l'école, aujourd'hui, on s'intéresse à cet aspect-là. Dans un siècle dominé par l'histoire, par la chronologie, par le temps passé, par le temps qui passe, Victor Bérard, lui, a revendiqué l'espace comme objet scientifique. Et à une époque où l'histoire est dominante, il s'est revendiqué comme géographe. Et dans la question homérique, ça a joué un rôle décisif. Au même moment ou un petit peu après, où Schliemann et les autres dégagent chronologiquement les strates d'un monde qui pourrait être le monde homérique, Victor Bérard, lui, c'est pas des strates qu'il dégage, c'est des espaces qu'il veut ouvrir et dans lesquels il veut retrouver les traces du monde homérique. Et il introduit une dimension géographique qui est, dans le domaine des sciences humaines, tout à fait intéressante et qui renvoie évidemment à la grande tradition géographique des Français avec Vidal de la Blache, qui est aussi membre de l'école française d'Athènes. Et il y a là un aspect de l'école et des travaux d'école que je trouve finalement assez méconnu et qui, par l'évocation de la figure de Victor Bérard, va nous permettre de l'évoquer. La troisième raison qui fait que je suis très heureux d'héberger ici et d'accueillir un colloque sur Victor Bérard et de vous accueillir ici, c'est que Victor Bérard est un homérisant et je fais partie des homéromanes comme Victor Bérard et je suis très heureux de pouvoir ici accueillir un colloque qui va montrer un peu ce travail. Et sur ce sujet, on n'a pas pris la mesure, je crois, du travail de Victor Bérard sur Homère. On l'a peut-être trop rapidement écarté. Ce qui me paraît ici important de rappeler sur ce travail, c'est moins le travail d'autopsie qu'il a pu accomplir, le fait d'aller voir les choses par lui-même, que le travail philologique qu'il a accompli. Victor Bérard a été, je crois, un des rares philologues dans la question homérique à expliquer pourquoi la corruption du texte homérique était le phénomène principal du texte homérique et que la recherche d'un texte original nécessairement, et qui est une espèce d'objet
l'objectif utopique de la plupart des philologues, de retrouver le texte du poète, la version originale. Victor Bérard a été un des premiers, et il s'y est tenu tout le long de son travail, à expliquer que la corruption du texte, c'est-à-dire les différentes versions, les interpolations, elles étaient porteurs de sens, et qu'il ne s'agissait pas de les éliminer purement et simplement en disant que c'était pas du Homère, et en ce sens il est très différent évidemment d'Ostat et de tous les commentateurs, mais en manifestant à quel point la corruption du texte manifestait les enjeux du texte. Et si vous lisez attentivement les travaux de Bérard sur Homère, et ils sont absolument pléthoriques, en particulier la résurrection d'Homère, mais aussi son introduction à l'Odyssée, vous verrez à quel point, à ses yeux, la corruption du texte permet de comprendre que ce qui se joue dans Homère, c'est moins un texte original transmis qu'une transmission en elle-même. Et que ce qui est intéressant, c'est la transmission du texte. Alors, c'est pour ça que les perspectives de Victor Bérard ont été très peu comprises à son époque. Son texte a été accepté, mais difficilement. Il y a toute une polémique dont on entendra parler probablement, sur la version qu'il donne, sur la façon dont il réarrange le texte, la façon dont il le traduit, qui est très, très contestée. Mais ça reste une compréhension du phénomène homérique que, je crois, on n'a pas retrouvé depuis, par la connaissance de l'ensemble des variantes, la connaissance de l'histoire du texte, la connaissance de toute l'histoire littéraire autour de la question homérique. Je crois qu'il est un des très rares à avoir maîtrisé à ce point-là le sujet. Alors pour toutes ces raisons, je suis vraiment très, très heureux d'ouvrir ce colloque. Le programme que Sophie nous a préparé est un programme qui permet de rendre compte de tous les aspects, y compris d'un aspect que moi je connais beaucoup moins bien, mais que j'ai découvert en voyant les titres des communications et puis en regardant de plus près, puisque certains titres m'ont un peu interpellé. C'est tout l'aspect évidemment de Victor Bérard contemporanéiste, conscient des enjeux de l'histoire européenne de son temps, de la fin du 19e et de la Première Guerre mondiale. C'est le Bérard engagé dans un certain nombre de questions qui concernent l'histoire de l'Empire ottoman et l'histoire de la Méditerranée orientale, et pas seulement, l'histoire coloniale de la Troisième République. Et on a là une figure qui renvoie à un des types des membres de l'école française d'Athènes, c'est-à-dire des chercheurs qui, certes, travaillent sur le passé, mais sont toujours engagés dans le temps présent et ont des choses à dire sur le temps présent. Et de ce point de vue-là, ça me paraît une leçon qui reste tout à fait d'actualité pour notre institution, et donc je suis vraiment très, très heureux que ce colloque puisse se dérouler ici et nous rappeler ces grands modèles que nous avons pu avoir ici dans cette maison. Alors je vais maintenant passer la parole à Sophie qui va donner les quelques indications nécessaires au bon déroulement de ce programme. Vous en avez l'essentiel qui vous est distribué avec l'ensemble des titres. Je vous souhaite à tous de très très bonnes séances de travail dans cette maison qui est la maison où Victor Bérard a lui-même été et qui vous accueille avec là aussi beaucoup de plaisir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Alexandre et merci à vous tous d'être présents ici. Effectivement, pour moi c'est un grand bonheur aussi. Je te remercie Alexandre et je remercie infiniment Michel Espagne, grâce à qui aussi peut se tenir ce colloque, grâce au LABEX transfert de l'ENS. C'est un grand bonheur effectivement pour moi d'organiser un troisième colloque dans cette maison. Le premier c'était en 2001, il y a 12 ans, on ne rajeunit pas. Donc voilà, alors pourquoi un colloque Victor Bérard? Tout simplement parce qu'il n'y en avait jamais eu et que ça me paraissait une injustice absolument incroyable. Je n'arrivais pas au départ, quand j'ai eu cette idée, je me disais c'est pas possible, il manque quelque chose dans ma bibliographie. Puis j'ai fouillé le catalogue de la Bibliothèque nationale un peu partout. Non, il n'y a pas de colloque Victor Bérard. Je me dis il y a peut-être une biographie de Victor Bérard, il y a peut-être quelque chose, il y a un grand ouvrage. Bien non, si vous tapez Victor Bérard en titre dans les principaux catalogues de bibliothèques du monde, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. Alors évidemment, autant commencer, et à défaut de biographie, l'homme étant tellement multiple, j'ai pensé qu'un livre collectif serait une bonne manière de lui rendre hommage, d'où le titre Portrait au pluriel de Victor Bérard, pour essayer de rendre hommage aux différentes facettes de sa personnalité. Alors comme certains d'entre nous devront partir un peu plus tôt, je parle tout de suite de la publication, un colloque
colloque de ce type a pour but immédiat, bien entendu, un livre. On peut déjà voir se dessiner une table des matières en voyant les titres des exposés. Et donc, Michel Espagne, Alexandre Farneau et moi reviendrons vers vous très vite pour vous préciser les modalités de la publication. Mais nous comptons publier un ouvrage très vite en 2014. Autour de ces portraits de Victor Bérard. Effectivement, Alexandre a parlé de l'homérisant, très connu dans cette maison et très connu des spécialistes de l'Antiquité classique. Sans doute l'aspect de Bérard, spécialiste des questions contemporaines et de la question en particulier, c'est un aspect qui est moins connu, et je pense aussi un des buts de ce colloque, c'était de montrer la continuité du personnage et la cohérence du personnage. J'en parlerai un peu en parlant d'Albert Thibaudet, qui avait très bien compris que Victor Bérard, c'était évidemment un personnage à multiples facettes, mais qu'avant tout, il était un. Et je pense qu'un des buts de ce colloque, ce sera de montrer la continuité et la contiguïté de ces différentes passions et de ces différents intérêts. Alors, je vais être très très brève pour vous expliquer quelques petits changements de programme. Malheureusement, Barbara Cassin, pour des problèmes de santé, ne peut pas être parmi nous. Pas plus, je viens de l'apprendre, hélas, que Frédéric Barbier, qui devait, idem aussi, qui a dû être hospitalisé hier. Ils donneront évidemment un texte pour les actes, mais deux communications vont donc nous manquer. Perrine Simon-Naoum savait depuis longtemps qu'elle serait retenue par le concours du CNRS cette semaine, mais elle m'a donné sa communication sur Bérard et l'affaire Dreyfus, que je vais donc lire, et bien que, sachant que Perrine savait depuis un certain temps que malheureusement le concours du CNRS coïncidait avec le colloque Bérard, nous avons tenu à la maintenir dans le programme, parce que Bérard-Dreyfusard est quand même un aspect extrêmement important de sa personnalité, et puis elle a eu la gentillesse de se priver du soleil athénien, de voir les salles d'audition du CNRS à Meudon et de donner quand même le texte de sa communication. Donc on leur remercie très vivement. Et puis un très heureux ajout à ce colloque, le petit-fils de Victor Bérard, Étienne Bérard, va nous parler de son grand-père, avec aussi des documents iconographiques et des informations, mais qu'on peut trouver qu'il est le seul à connaître. Et donc nous sommes très heureux, évidemment, de rendre aussi hommage à Victor Bérard de cette manière. Donc je vais lui céder la parole immédiatement, parce que je pense qu'un aperçu biographique du Victor Bérard privé est idéal pour commencer ce colloque. Je pense aussi que chacun d'entre nous aura des questions à poser à Étienne Bérard, qui détient des informations, des papiers, des documents sur Victor Bérard, et que c'est aussi un des intérêts de le faire parler en premier, parce que je pense que nous tous aurons envie ensuite de le contacter et de lui poser des questions. Et voilà, chers collègues, puisque vous êtes un docteur en médecine, pédiatre, voilà, je vous passe la parole pour nous parler de Victor Bérard.